Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de séquence et j'ai choisi aujourd'hui M le Maudit, donc un grand classique de l'histoire du cinéma allemand, un film de Fritz Lang, réalisé donc en 1931. Je pense qu'on va commencer assez rapidement l'extrait pour que vous soyez directement dans l'ambiance. Le M le Maudit, ce film est inspiré d'une histoire vraie d'un tueur d'enfants et d'adultes qui était surnommé le vampire de Düsseldorf, qui a été justement condamné en 1931 et guillotiné juste après la sortie du film. Et donc voilà de quoi parle ce film. J'ai choisi un extrait qui est juste au début du film de Fritz Lang. Voilà, Fritz Lang, lorsqu'il réalise M le Maudit en 1931, a déjà terminé, on pourrait dire, la première partie de sa carrière, qui est la partie muette. Fritz Lang a commencé à faire des films en 1919, à peu près au moment justement du cabinet du docteur Caligari. Et il a réalisé donc de nombreux films célèbres pendant cette période du muet, notamment Les Nibelungen, Metropolis, ou encore Le Docteur Mabuse en 1922, Le Joueur. Alors, M le Maudit, c'est le premier film parlant de Fritz Lang. Et justement, vous vous rendez compte dans ce début d'extrait que même si c'est le premier film parlant de Fritz Lang, eh bien, il utilise déjà parfaitement bien justement la bande son. Ici, vous avez vu comme exemple que le son peut servir à marquer la continuité dans un extrait. Ici, vous avez la continuité sonore du coucou ou la continuité sonore des cloches de l'église de dehors qui marquent les 12 coups de midi. Vous avez ici une femme chez elle en train de faire à manger, faire le ménage. Et donc, voilà ici les trois plans qu'on vient de voir avec un raccord regard sur le coucou qui marque l'importance de l'heure. Alors pourquoi est-ce que l'heure est importante ici? On va le comprendre dans la suite de l'extrait. Alors on vient de voir plusieurs plans et on constate qu'il y a ici un montage alterné, c'est-à-dire il y a deux actions qui sont en parallèle, la mère chez elle en train de faire préparer à manger et puis la fille qui sort de l'école. Vous avez vu un plan assez large sur la sortie de l'école avec tous les parents qui attendent leurs enfants et on constate déjà dans ce plan qu'il y a un goût assez prononcé de Fritz Lang pour la géométrie des lieux, ici avec la façon dont sont positionnés tous les passants devant l'entrée de l'école. Ensuite, donc, il y a le montage alterné avec les plans sur la mer, toujours des plans plutôt larges sur les tâches ménagères. Et puis on revient donc dans ce plan où je viens de m'arrêter sur la petite fille, donc c'est la fille de celle qu'on vient de voir dans son appartement. Donc la petite s'appelle Elsie et elle vient de sortir de l'école, elle est abordée par un policier parce que à l'époque, il est dangereux de se promener toute seule dans la rue. Alors, pourquoi est-ce qu'il est dangereux? Eh bien, parce qu'il y a un tueur d'enfants donc, qui rôde dans les rues, qui a déjà kidnappé, assassiné, violé 7 enfants. Et donc, il faut faire attention en rentrant à la maison. Alors on vient de voir la mère en train de préparer à manger. On constate que ça prend beaucoup de temps dans les plans qu'on vient de voir, le fait de préparer à manger. Donc la mère, elle fait à manger pour son enfant. C'est un petit peu justement le caractère nourricier qui sera important dans la suite de l'extrait. Et là on s'est arrêté sur un plan sur l'enfant. C'est un plan large, presque un plan moyen. C'est-à-dire un plan assez serré sur l'enfant, avec un travelling d'accompagnement. Et donc, ce qui me paraît important ici, c'est que ce travelling, alors cette échelle assez serrée,
permet d'isoler un petit peu l'enfant par rapport au reste du monde, et on sait à quel point souvent les enfants peuvent, dans leur inconscience, dans leur naïveté un petit peu, dans leur jeu avec le ballon, être pris dans leur univers sans faire attention à ce qu'il y a autour. Mais ici, il est extrêmement dangereux de ne pas faire attention à ce qu'il y a autour, puisqu'il y a un tueur qui est en train de rôder. Et puis le travelling, évidemment, donc, permet de suivre cette petite fille dans son itinéraire. Et on imagine très bien que dans ce montage alterné, l'itinéraire de la petite fille va rejoindre celui de la mère. La mère, elle reste au même endroit, mais de l'autre côté, dans le montage alterné, la fille va la rejoindre. Normalement, ça doit converger. Ces deux actions doivent converger vers les retrouvailles, la petite fille qui vient manger chez sa mère. Vous constatez ici que c'est en fait le ballon qui va être le lien entre la petite fille et puis l'affiche. Et le ballon, en fait, le mouvement du ballon, il va déclencher aussi le travelling un petit peu hésitant qui va s'approcher de l'affiche. Alors, ce travelling, je trouve qu'il est très important parce que c'est le travelling qui permet de faire la proximité, le lien, l'extrême proximité entre la petite fille et puis l'affiche. Et l'affiche, elle symbolise quoi? Elle symbolise le meurtrier. Donc, le lien entre la petite fille qui va à la rencontre, c'est la petite fille qui va à la rencontre du meurtrier, presque. Et ça se fait par l'univers du jeu, par l'univers du ballon. C'est le ballon qui entraîne le travelling et qui entraîne la petite fille vers son meurtrier. Donc tout ça se fait de manière extrêmement naturelle. Du hast aber einen schönen Ball. Ici, on constate que, étrangement, le format de l'image colle presque parfaitement avec l'affiche. Et ici, on n'a pas, contrairement à ce qu'on avait à l'époque d'habitude, le format classique 4/3, on a un format qui est plus proche du carré. Alors, c'était dû simplement à une chose simple, c'est que à l'apparition du parlant en 1927, eh bien, on a renié une partie de la pellicule sur la gauche pour mettre la bande sonore, et donc il a fallu diminuer un petit peu la largeur de l'image, et donc ça a fait une image qui était moins rectangulaire et un peu plus carrée. Ça colle ici parfaitement bien justement au format de l'affiche. Ensuite, vous avez ce plan qui est un des plus célèbres de M le Maudit, et puis qui est un des plus célèbres de l'histoire du cinéma, c'est l'arrivée de M, donc du tueur, sur l'affiche, mais pas directement, mais par l'intermédiaire de son ombre. On sait à quel point Fritz Lang a été un des protagonistes de l'expressionnisme allemand, même s'il n'a pas réalisé de films complètement expressionnistes. Eh bien, il y a évidemment de l'expressionnisme dans Metropolis, il y a de l'expressionnisme dans Le Docteur Mabuse, et donc il y a encore quelques séquelles d'expressionnisme dans M le Maudit. Ici, évidemment, ça participe à accentuer le mystère, puisqu'on ne voit pas directement le meurtrier, mais simplement son ombre qui est en train de fondre sur la petite fille, et le fait que l'ombre évidemment se dessine sur l'affiche qui parle de ce meurtrier, eh bien justement c'est assez symbolique. Wie heißt du denn? Else Beckmann. Vous constatez que, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on utilise à chaque fois, ou très souvent, la bande sonore pour créer une continuité dans la narration. Ici, ce qui va déclencher le panoramique qui va accompagner donc la mère de ce qu'elle était en train de faire jusqu'à la porte pour aller voir si sa fille est arrivée, c'est le bruit des enfants dans les escaliers. Donc, grâce à ça, grâce à ce bruit, ça déclenche naturellement le panoramique, et la femme va se précipiter pour voir si sa fille est rentrée. Dans le plan suivant, eh bien, vous avez ici une sorte de raccord de regard, c'est la femme, elle regarde dans les escaliers et elle ne voit pas sa fille, elle ne voit que des enfants des voisins,
et donc commence à s'inquiéter. On vient de voir d'ailleurs dans les plans précédents, à de multiples reprises, des contre-champs sur le coucou qui marque le temps inexorablement qui avance alors qu'elle devrait être déjà rentrée. Donc plus le coucou, plus les aiguilles avancent, plus ça insiste sur la tension. Ist Elsie nicht mitgekommen? Nee, mit uns ist sie nicht mitgekommen. Voilà, ce plan me semble important dans sa composition, grâce à la position à laquelle on a placé la caméra. Ici, vous constatez que tout est fait pour que la femme soit un petit peu emprisonnée par la barrière de l'escalier. Ça restreint un petit peu son champ d'action, c'est-à-dire qu'elle n'a que deux choix, c'est soit avancer jusqu'à la barre de l'escalier, soit retourner dans son appartement. Elle aimerait faire plus pour aller voir où est sa fille, mais elle ne peut pas. Alors, ce plan, il est évidemment très important puisque c'est le seul plan de cet extrait où on verra Peter Lorre, M. le maudit, l'assassin, on le voit en vrai, c'est-à-dire on voit vraiment son corps. Et regardez donc ce plan qui a été choisi par Fritz Lang pour nous faire découvrir ce tueur. Alors évidemment, on ne le voit pas bien, il est caché par son chapeau, il est filmé de derrière. Mais surtout ce qui est important, c'est donc toujours une certaine géométrie des lieux, avec les trois personnages centraux qui sont placés au centre, tel un triangle, et puis à peu près autant d'espace à gauche, à droite. Donc tout ça est assez géométrique, et puis vous avez tous les ballons qui les environnent. Moi ce qui me frappe, c'est évidemment le choix de la légère plongée, qui permet, à mon avis, d'exagérer les rapports de taille entre les personnages, de donner plus de taille à l'aveugle qui est au centre. L'aveugle qui, quelque part, symbolise un peu la société allemande de l'époque et qui sépare le tueur de la petite fille, enfin qui les sépare momentanément seulement, malheureusement. Et puis qui insiste aussi sur la petitesse de la fille par rapport à M. le maudit. Et puis, ce qui m'intéresse aussi dans ce plan-là, c'est les différences de ballons. Pourquoi est-ce que c'est ce ballon et pas un autre ? Vous voyez qu'il y a des ballons qui paraissent très classiques sur la gauche, et puis le ballon qui est choisi par Elsie, c'est un ballon qui est, je trouve, assez angoissant. Déjà, c'est un ballon qui rappelle vraiment un corps de petite fille, mais en plus, au niveau du visage, je trouve qu'il a un côté très inquiétant, très angoissant. Dankeschön. Neue Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell. Ja, ja. Augenblick, Herr Geert. Encore une fois ici, l'importance du son. D'abord parce que le personnage d'M. le maudit, il est dans son caractère un petit peu obsessionnel, il siffle tout le temps le même air. C'est un air qui est extrait d'un morceau de Edvard Grieg, Per Gynt. Et c'est grâce à ça qu'on va le reconnaître dans la suite. Et puis, de nouveau, ce qui déclenche un panoramique dans l'appartement pour suivre la femme qui s'attend peut-être à voir sa fille débarquer, c'est la sonnette. Donc la sonnette déclenche le panoramique. Et puis, dans cette fin de plan, sur cet homme qui vient vendre des magazines, eh bien, il y a de nouveau le caractère ultra géométrique. On ne suit plus la femme, on s'arrête vraiment sur ce plan-là, avec à peu près autant d'espace à gauche et à droite à côté de la porte. Et puis la porte qui est centrée avec le personnage, le vendeur de magazines, centré dans la porte. Pourquoi tant de géométrie chez Fritz Lang et dans cet extrait en particulier ? Je trouve que peut-être Fritz Lang se pose la question de est-ce qu'une géométrie à outrance, un monde géométrique à outrance où tout est parfait rationnellement, parfait et géométriquement, est-ce que c'est pas un monde qui est angoissant ? Est-ce que la géométrie en fait de tous ces décors ne rajoute pas vraiment à l'angoisse dans quelque chose de trop parfait où il n'y a pas de désordre ? Sagen Sie mal, Herr Gerke, haben Sie Elsäche nicht gesehen? Nee. Ist sie nicht gerade von mir die Treppe raufgelaufen? Nee, sie ist noch nicht zu Hause. Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann. Auf Wiedersehen, Herr Gerke.
Ici, raccord de regard terrible sur la femme qui scrute l'escalier. C'est la seule chose qu'elle peut voir parce qu'elle ne peut pas aller plus loin que la rambarde. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit donc cette plongée vertigineuse dans les escaliers, cet escargot, cette espèce d'escargot qui nous rappelle fortement Hitchcock et Vertigo en 1958. Donc vraisemblablement Hitchcock a été peut-être marqué par M. le Maudit. Chez Hitchcock, on se souvient qu'il y avait, pour créer le vertige, il y avait un mélange entre un travelling, une histoire de travelling, et puis un zoom arrière, un travelling avant et un zoom arrière. Enfin, il y avait des mouvements de caméra qui étaient composés comme ça. Ici, pas du tout. Chez Fritz Lang, c'est un plan fixe. Mais ce plan fixe, vous voyez qu'il colle parfaitement au format, l'escalier. Et puis qu'on a aussi travaillé sur la profondeur de champ, sur qu'est-ce qui doit être net. C'est plutôt le centre de ce qui est c'est la profondeur qui est à peu près au centre de la distance, qui est nette. Ce qui est avant, ce qui est après, c'est flou. Et tout ça crée une impression terrible de vertige. Vertige parce que c'est aussi la perte, c'est aussi le vide. Et à l'image, donc on a le vide, c'est une espèce de figure de style cinématographique. On a le vide à l'image. Et puis au niveau du son, on a la mère qui crie Elsie. C'est-à-dire que on a la présence non pas de la fille mais de son nom qui renforce encore plus son absence. Elsie! Ici, on vient de voir encore une fois un plan sur le coucou. Il y en a énormément dans cet extrait. C'est un petit peu comme ce qu'on a vu dans beaucoup de films par la suite, c'est l'horloge, hein, l'aiguille des secondes presque qui avance, qui marque la tension. Ici, c'est simplement des plans sur le coucou. Et puis, ce qu'on vient de voir aussi, c'est que on la voit longuement fermer la porte, parce que comme elle voit plus rien dans l'escalier, que la frustration commence à être forte et que la peur, évidemment, de la perte commence à être de plus en plus forte, eh bien, elle n'a pas grand-chose d'autre comme possibilité que de retourner dans son appartement et fermer la porte. C'est un acte évidemment assez terrible. C'est-à-dire que fermer la porte, c'est commencer doucement à accepter que la fille ne rentrera plus. Ensuite, vous avez un bruit dans la rue, donc on utilise encore une fois la bande son pour attirer la femme vers l'autre issue. Il n'y a que 2 issues dans cet appartement. Elle tourne un peu comme un ours en cage et évidemment elle est de plus en plus inquiète, donc elle a envie d'aller voir un peu partout ce qui se passe, où est sa fille. Donc elle ne peut qu'aller ouvrir la porte ou aller voir à la fenêtre. Ici, ce qui va l'attirer à la fenêtre avec de nouveau un panoramique, c'est l'utilisation de la bande sonore avec le bruit qui vient de la rue. Elsie! 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 Alors ici, surprise, en fait, elle se penche à la fenêtre et il n'y a pas de raccord de regard. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a dehors dans la rue parce qu'on risquerait de voir des passants, de voir encore de la vie. Non, Fritz Lang préfère continuer à montrer des lieux vides. Et ici, donc, vous avez un plan qui est évidemment très fort. C'est un plan qui est extraordinairement construit et composé. Vous avez donc un plan du grenier qui est non pas filmé frontalement, mais filmé comme ça un petit peu en biais pour insister sur l'impression de profondeur, pour insister sur l'impression de vide parce qu'il y a plus de vide si on a plus l'impression de profondeur d'un grand espace vide. Et puis vous avez toujours cette rigueur géométrique qui est assez, qui fait peur en fait, qui est assez angoissante. Et puis au niveau des lumières, vous constatez que finalement ce qu'on voit le mieux, c'est au centre de l'image, qui paraît bien éclairée, c'est la robe de la fillette. Une robe qui est évidemment vide de fille, enfin il n'y a pas la petite fille dans cette robe. L'absence donc corporelle de cette fille marque la perte terrible de l'enfant. Et donc, regardez ce plan fixe extraordinairement composé, qui marque beaucoup de choses, qui marque donc le vide et l'absence, et qui est renforcé toujours par la présence du prénom qui est toujours dit par la mère. Elsie!
Ici, je m'arrête dans le plan suivant parce que, encore une fois, c'est un plan de vide, mais très particulier. C'est un plan sur l'assiette, les couverts, c'est-à-dire sur ce que la mère a préparé pendant le début de l'extrait. Et évidemment, ça symbole la mère nourricière qui a allaité son enfant, qui l'a nourri pendant des années et en fait qui ne pourra plus continuer puisqu'elle ne va pas rentrer. Et donc voilà, c'est pour ça que ce qui est net dans le plan, c'est l'assiette et non pas la chaise et le plancher qui sont flous. La netteté, la profondeur de champ, la netteté est faite sur, le point est fait sur l'assiette. Ensuite, vous voyez que au niveau du format, on a parfaitement rempli le cadre avec donc l'assiette, la chaise vide et puis la table en biais. Voilà, avant-dernier plan, c'est le ballon qui finit sa course, qui va s'arrêter. Le mouvement va cesser comme le mouvement de la fille va cesser puisque on a compris qu'elle est décédée. Vous voyez ici que, un petit peu comme chez Eisenstein, qui utilise dans Potemkin par exemple, la partie pour le tout, une sorte de métonymie ou de synecdoque. Eh bien, ici, le ballon représente la fille, et donc le ballon qui s'arrête d'avoir du mouvement, c'est la fille qui arrête de vivre. Et que finalement, ce simple plan nous dit tout, il n'y a pas besoin de montrer autre chose. Le ballon, il vient de derrière le buisson, donc on imagine ce qui se passe derrière le buisson. Ça fonctionne beaucoup avec la suggestion. Et donc, vous voyez un plan très simple, un plan qui est presque complètement vide, et donc le mouvement du ballon qui s'arrête est encore renforcé davantage par le fait que le reste du plan soit vide. Et puis ce dernier plan, un des plus beaux de l'extrait, c'est lui aussi, donc comme le plan précédent, qui symbolise la fuite de la vie, enfin la vie qui s'échappe du corps de la petite fille. Donc en quelque sorte, comme on avait dit que le ballon, il avait un petit peu l'apparence d'une petite fille, eh bien ce ballon, il symbolise la perte de la vie. Pour l'instant, il tient encore au fil électrique, donc il s'accroche encore à la vie, mais la vie est en train de s'échapper, donc le ballon va quitter les fils électriques et il va reprendre sa liberté. La vie va s'échapper du corps pour reprendre sa liberté, partir on ne sait où. Et donc ce que je trouve très fort, c'est d'une part d'avoir choisi un pylône électrique parce que c'est de nouveau dans la géométrie outrancière et glaciale, glaçante de l'extrait. Et puis surtout, on ne peut pas ne pas penser au fait qu'en 1931, la même année, James Whale réalise aux États-Unis Frankenstein, et que dans Frankenstein, on donne la vie à une créature par de l'électricité, par l'électricité de l'orage. Et donc l'électricité qui symbolise souvent la vie, et bien ici, on voit que le ballon va quitter les fils électriques comme la vie va abandonner le corps de la petite fille. Voilà pour cet extrait de M le maudit. Il y aurait évidemment beaucoup d'autres extraits dans le film à analyser et à étudier. Pour terminer, je parlerai quand même du contexte de l'Allemagne. Le film insiste beaucoup sur la République de Weimar, c'est-à-dire sur ce climat d'insécurité, de chômage, de misère. Ce sont les mendiants en fait qui vont jouer un grand rôle dans M le maudit. Et ça insiste beaucoup sur ce climat de peur qui va évidemment pousser l'Allemagne à choisir une solution qui apparaissait rassurante à l'époque. C'est l'arrivée du nazisme d'Hitler qui va évidemment promettre aux gens le retour de la sécurité, de l'emploi et de la croissance. Donc, Fritz Lang insiste beaucoup sur les raisons qui ont pu pousser les Allemands à choisir une solution de facilité, et on sait où ça les a menés. Merci.